Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobaki. L'indépendance, la fête, 59e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa, pays immense, pays potentiellement riche. Mais je pense que le cœur, j'ai déjà fait, pas un sondage, mais j'ai essayé de voir avec quelques amis, le cœur n'est pas à la fête parce que ce pays va mal. Oui, mais il va mal, il va mal. Il va mal. Comment il va mal? C'est un pays où on parle en positif maintenant en Afrique, hein, parce que voilà, on a eu au mois de décembre dernier une transition, en fait une passation de pouvoir, si tu veux, démocratique. Le gouvernement n'est pas encore là, mais l'équipe, la présidence est là, il y a des choses qui se mettent en place. Pourquoi ça irait mal? Bon, c'est une jeune démocratie. Je prends le bout de votre raisonnement. Passation de pouvoir sans coup de feu, à l'amiable, on va dire. Et puis, bah, voilà. Le capital travaille, on ne travaille pas, le pays est allé immobiliser. Il n'y a pas de gouvernement qui doit donner l'impulsion. Ça fait combien de jours depuis la passation pacifique du pouvoir? Ça fait combien? Plus de, on va dire, plus de 6 mois. 5 à 6 mois, pas de gouvernement qui est censé donner les impulsions nécessaires en termes économiques, en termes sociaux, en termes de gouvernance. J'ai un problème. Moi, j'ai épinglé 5 I. I comme irresponsabilité générale, hein. Je ne pointe pas du doigt des gens, mais j'ai dit qu'il y a de l'irresponsabilité comme ça dans l'air congolais. I comme inconscience, je pense. I aussi comme vraiment inconsistance. Je trouve qu'il n'y a pas de consistance dans ce que l'on fait. Pas assez de consistance. Mais c'est un peu sévère, c'est un peu sévère. Je pense que je suis sévère parce que moi je préfère déjà être très critique vis-à-vis de moi-même, très exigeant par rapport à moi-même et pour ne pas l'être par rapport à d'autres entités ou à mon pays que j'aime, hein, c'est notre pays. Hein. Et les deux autres I? Les deux autres I, c'est l'immaturité. Je trouve que nous avons beaucoup de bébés spirituels et politiques au Congo et c'est pas la bonne façon de faire de la politique de manière générale. Je trouve depuis 60, moi je suis contemporain au Congo et je pense que ce pays a un problème de management, on va dire, de leaders, alors patriotes, des gens vraiment qui aiment ces pays et qui se sacrifient pour ces pays. Ah oui, mais on peut pas dire ici que les Congolais n'aiment pas les Congos. Et le dernier I, c'est I comme insouciance. On est cool, ça va mal, on rit, on danse. Et je pense qu'on oui, a assez dansé. Oui, mais Michel, il y a un problème lorsqu'on analyse la situation de la RDC. Hein. Je ne vais pas ici trouver des excuses pour le genre, mais c'est une jeune démocratie. Ces pays-là vont avoir 59 ans d'indépendance, mais il faut voir les séquences politiques et sociales de ces pays. Comment il a été géré? Un pays qui, pendant plusieurs années, a été un domaine privé à un individu. Donc une personne, un groupe de personnes qui géraient ces pays comme ils le voulaient. C'est-à-dire ils avaient des champs de bananiers, des champs de caoutchouc, ils avaient des gisements de matériel et ils géraient ces pays-là comme une entreprise privée. Et à l'indépendance, à qui on cède ces pays? Il y a des élites à ce moment-là, mais est-ce que ces élites-là sont préparées? Est-ce qu'il y a un schéma pour développer ces pays? Je prends par exemple la ville de Kinshasa, qui à l'époque était Léopoldville. Je ne sais pas, en 1960, on peut chercher peut-être des données, en 60, combien de population il y a à Kinshasa? 1,2 million. 1,2 million. Et donc aujourd'hui, on avoisine les 20 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'il n'y a pas eu une préparation, qu'est-ce qu'on voit? Tout passe par le même schéma. C'est-à-dire on a les mêmes avenues, on a les mêmes rues, la voirie c'est la même, on va dire il faut déboucher ici, il faut aller là-bas. Il n'y a pas un schéma. Le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, je veux dire entre guillemets, on a des précédents, hein, des pays qui ont passé beaucoup d'années sans pouvoir exécutif en place. Mais ce qui manque au Congo, c'est la structuration
Des choses. La structuration d'un État. On ne peut pas avoir dans un pays où pour payer les fonctionnaires, il faut que le président dise un mot, il faut que le premier ministre parle. Mais je pense que vous êtes sévère, je peux l'être aussi par moment. C'est plutôt la structuration de l'État, la structuration d'un pays qui manque aujourd'hui en RDC, mais sinon il y a des gens compétents. Aller parler d'irresponsabilité, d'inconscience, de ceci et cela, mais je pense que c'est un peu exagéré, non? Déjà, moi, j'ai dit qu'en 60, on était mal parti avec, on va pas dire les décès, hein, ils ont été assassinés. Mais tu sais quoi, Michel? Lumumba oui. C'est le deux, malheureusement, ses amis dans la détresse, dans le malheur, Mpolo, Maurice et Joseph Okito. Comme tu veux qu'on parle de la RDC, mais on va essayer de parler plutôt de l'indépendance. Toi, tu peux pas les dossiers, moi je fais la cuisine et on en parle. Indépendance, tcha-tcha, faut s'oublier. Indépendance, tcha-tcha, et choucapé. Le jour d'après, 1er juillet, Indépendance, tcha-tcha, faut s'oublier. promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillage et recel, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'État-providence. Et donc, on vient de voir là la mythique chanson de l'indépendance, hein? Indépendant, tcha-tcha, oui. Quel est ton regard par rapport à cette chanson, déjà pour commencer, parce qu'on a dit qu'on parlait de l'indépendance. C'est une chanson qui célèbre cette liberté et tout ça par rapport à ce que tu me disais dans la cuisine. On est en contradiction avec la chanson. Pas du tout. Dans le contexte du moment, j'étais jeune, hein, ce sont les aînés qui parlaient. Mon père, par exemple, ils étaient African Jazz, ils ont beaucoup aimé la chanson. C'était l'effervescence de l'indépendance du Congo, Léopoldville, et puis ça va être le Congo en août, je pense, le Congo-Brazzaville. C'était l'année des indépendances africaines. Et donc, c'était bien perçu, mais c'était surtout plus pour agrémenter les soirées de responsables. Non, mais ce que j'ai dit, la chanson elle-même, l'idée n'est pas mauvaise. Mais ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à maintenant, aux 5 I que tu m'as sorti dans la cuisine, dire tcha-tcha-tcha, l'indépendant, oui. Est-ce qu'on est indépendant? C'est ça ma question. Bon, indépendance nominale, théorique, il y a matière à débat et à débattre. C'est vrai que sur le plan, on va dire, image forte, nous sommes indépendants, acquis par... C'est une indépendance acquise par le sang des Congolais, souvent on ne le dit pas. C'était pas un cadeau de la Belgique, donc c'était vraiment par... un peuple s'est levé pour réclamer son indépendance, sa fierté. Et donc voilà. Bon, maintenant, le contenu de l'indépendance, ça pose problème parce que depuis 60, je prends un exemple de la loi fondamentale qui devait régir le pouvoir au Congo. C'est une copie de la loi constitutionnelle belge. Et donc on était en point, il y avait beaucoup d'attrape-nigo dans cette loi fondamentale. On était à mi-chemin d'un régime parlementaire. Lumumba se croyant le plus fort, le premier dirigeant sur le plan réel politique. Et Kasavubu, on était aussi en plein régime semi-présidentiel. Kasavubu qui avait aussi quelques rênes du pouvoir, une cohabitation un peu déjà dans les années 60, mais qui a mal tourné parce que Kasavubu avait une arme
s'il avait 2 signatures, Lumumba tombait. 2 contre 5 ministériels, comme on le dit. C'est ce qui est arrivé 3 mois après l'indépendance du Congo. Donc, indépendance tcha-tcha-tcha, c'est bien, mais aujourd'hui, je me dis, nous avons assez dansé. Dans le sens que je ne m'interdis à personne de danser. Moi-même, j'aime danser aussi. Hier, j'ai été à une fête d'un mariage, j'ai dansé, mais j'ai dit que la danse, c'est-à-dire que ça ne peut pas être que l'activité majeure des Congolais en train de danser, de festoyer. Non mais Michel, je pense qu'il faudra peut-être arrêter avec ça, de dire que la danse, partant une activité majeure, les Congolais ne font pas que danser. Les Congolais ne dansent pas à la longueur de journée. Et puis danser, c'est pas mauvais. Lorsqu'on a fini de travailler, voilà, après on peut aller danser. On a des pays comme le Brésil, qui est connu par sa samba. Et d'après l'historique même de la samba, c'est une danse qui vient de l'Afrique. Et aujourd'hui, le Brésil emmagasine beaucoup d'argent en termes de revenus sur le tourisme et tout ça à cause de cette danse. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête. Bon, entendons-nous bien. Non mais le problème c'est... Entendons-nous bien parce en fait, ce que je voulais... Assez danser, c'est-à-dire que nous devons nous ressaisir et dire que, tiens, maintenant il faut nous mettre debout. Passons à l'essentiel. Parce que la musique, les loisirs, c'est bien, mais j'ai dit que l'essentiel, c'est vraiment nous asseoir le 30 juin, pas de fête, parce que moi je ne vois pas l'utilité ou la raison d'être de faire cette fête au moment où le pays sombre. Il n'y a pas photo, donc le pays là, il est mal, et donc il faudrait que pas nous... Une fête on ne demande pas de faire une fête, on demande de commémorer cette journée historique. On ne dit pas qu'il faut faire de fête, il faut s'arrêter, il faut danser à tout le monde. On voudrait quand même... C'est un travail de mémoire. Mais nous devons nous retrouver, je vous rejoins, nous devons nous retrouver dans des ateliers, il y a des endroits, des lieux où nous pourrons nous débattre, débattre surtout, faire les diagnostics qu'on fait, tout le monde fait des diagnostics. Pourquoi vous voudriez faire un schéma pour les gens? Pourquoi vous voudriez que le Congo, tout le monde se réveille le matin pour dire on va faire ceci? C'est une journée qui est significative dans l'histoire de la RDC. Moi, je vois très mal qu'on puisse... Oui, il y a peut-être des festivités qu'on peut dire officielles que l'État va faire. Mais pourquoi vous voulez donner une ligne de conduite? Les gens doivent faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Mais il faut laisser les gens libres. Je trouve que maintenant, il faut que nous réfléchissions sur la thérapeutie. Que faire demain? Moi, j'ai envie de dire une chose de façon brutale par rapport aux chiffres. D'ici 2060, ça va être les 100 ans, le centenaire de l'indépendance du Congo. Avec le potentiel qu'on a, avec les combinaisons qu'on peut faire avec les potentiels matériels, immatériels et humains, moi j'ai envie que le Congo soit devant la Grèce. Oui, mais attends, par exemple. Je vais vérifier quelque chose dans la cuisine parce que n'oublie pas qu'on doit manger. Parce que non, C'est la capitale. Oléopolpi. Je dis que je suis né sous un berceau politique. Parce que moi, dans ma famille, mon père était déjà politique. Et puis j'ai un oncle qui était aussi sénateur copté sous la Première République. David Kriton, toujours de là-bas. Donc on parlait souvent politique à la maison, j'ai connu Bamba, c'est comme ça que j'ai connu Bamba. Mais il y a aussi des anecdotes, par exemple avec Mobutu qui était à l'école avec ton père. De la force publique, non pas à l'école. Mon père a été à Tumba. Lui, il a été au complexe scolaire de Mbandaka, Équateur, à Kokilatville. Mais le paradoxe, c'est qu'ils sont tous deux nés en 1930. Mon père est né aussi en 30, le 5-5 mois en 1930. Mon Mobutu est né plus tard, le 14 octobre 1930. Mais quelle est l'image qui te reste Ah, c'est mon défilé, le premier défilé lorsque j'étais en 2e ou 3e primaire. Sur le boulevard. C'est là où je verrai pour la première fois de plus près. Je m'étais vraiment arrangé pour être sur la ligne là pour voir le président Kasavubu de près. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Hein. Donc on parlait de Kasavubu, qu'il avait le pouvoir et tout. Ce jour-là, je me suis arrangé pour être sur le rang qui était vraiment proche de la tribune d'honneur où il y avait des autorités. J'ai vu Kasavubu était là. Une sorte de moine comme ça dans sa tenue blanche, pas son nom là, mais qui était là sur assis.
Le paradoxe, c'est qu'après, je verrai mon Mobutu lors du défilé, toujours militairement debout, alors que Kassavou était un roi, assis sur sa chaise, avec sa tenue blanche. En 60, tu avais quel âge? En 60, j'avais à peine 4 ans, j'étais un môme. Mais derrière moi, il y a un père qui a été abaquiste, qui a été conseiller communal avant l'indépendance. Abaquiste, pour les gens qui ne sont pas du Congo, c'est... Donc, il était le Abaco, donc Alliance des Bas-Congo. C'est un parti nationaliste, on ne le dit pas assez souvent, nationaliste, indépendantiste, mais qui avait plus une connotation, on va dire, pas tribal, mais une connotation ethnique regroupant le peuple Congo. Abaco, c'est le parti du premier président du Congo, Joseph Kasavubu. Et donc, le peuple Congo, entendu comme allant de l'océan Atlantique jusque dans le Bandundu, Kwango-Kwilu. Donc, c'est ça le peuple. Et donc, ton papa, il était dans ce parti Abaco. Il était abaquiste dans le même parti et dans la même section que Bamba Emmanuel, qui sera pendu en 66 en compagnie des 3 autres. Et donc, le raisonnement dans cette partie était que nous sommes Bakongo, Congolais. D'abord, Bakongo, premier niveau. Deuxième niveau, nous sommes Congolais. Et puis, troisième niveau, allons à la fédération. Le Congo doit être régi par un système fédéral. C'était aussi le cas de la CONACO du Katanga avec Moïse Tchombe. Les autres ont dit unitaristes. Lumumba, en 57, n'était pas connu à Kinshasa, à Léopoldville. Il va au congrès d'Accra, lorsqu'il revient, requinqué, revigoré. Et c'est à ce moment-là qu'à Léopoldville, vers les années 57-58, qu'on parle de Lumumba, et puis qui reprend un discours nationaliste fort. Il avait déjà une langue, il ne mettait pas sa langue en poche, oui. Et donc ça sera le héros, l'homme politique qu'on a connu de grande envergure. Oui, donc en 60, en 60, quel a été justement le parti où ton papa, on l'a dit ici, l'Abaco, on a dit ici hein, qu'en 60, tu as 4 ans seulement. Et c'est comme ça que, en fait, toi, tu connais plus l'histoire du pays parce que ton papa va se retrouver dans ces partis Abaco qui est il est au cœur. Et quel a été le rôle de ces partis-là pour l'accession du Congo à l'indépendance? On méconnaît, on fait semblant de ne pas vraiment, de minimiser un peu l'impact joué par l'Abaco ou bien le rôle du leadership joué par Joseph Kasavubu. Le 4 janvier, la détonation, c'est l'Abaco. C'est d'abord un match de football qui a mal tourné, un arbitre qui a mal arbitré. Le 4 janvier 1959. Et donc, c'est un match de football. Le club joue contre Mikado. Ça se passe mal. Il y avait de l'injustice. La population s'est saisie de cette occasion, de ce momentum, parce qu'entre-temps, l'Abaco devait faire un discours, le bourgmestre déjà, de la commune de Dendal, Kasavubu, Joseph Kasavubu donc, devait faire un discours à la place Imo au Congo. Et donc faire un discours. On parle même Joseph Kasavubu, c'est lui qui va devenir président. Il était bourgmestre de la commune de Kasavubu qui porte son nom. Et à l'époque, la commune s'appelait... Bon, il faut noter, Michel, qu'il y a des gens qui ne sont pas congolais qui nous suivent. Bon, donc il faut un peu rentrer, un peu doucement et rentrer les choses dans le contexte. Nous sommes dans l'environnement du Congo, Léopoldville, colonie belge. Oui. À l'époque, c'est une des communes de Kinshasa 7, subdivision administrative Léopoldville 7, donc c'est la commune de Dendal. C'est la commune qui est proche de la commune de Ngiringiri et aussi qui est frontalière à la commune de Saint-Jean. Et donc Dendal est devenu Kasavubu. Et alors le discours du bourgmestre à l'époque, qui n'est pas... Il devait tenir un discours qu'il n'avait pas tenu. Oui, donc après ce match, autour de 18 h, il y avait déjà des échauffourées au niveau du stade Tata Raphaël, père Raphaël de Riouve à l'époque. Et donc, lorsque la population, enfin, le supporter qui était mécontent, ont commencé un peu à casser dans le quartier populaire, le commissaire de police a mal jaugé la situation et a interdit complètement le discours que devait tenir le rassemblement de l'Abaco sur la place donc à Kasavubu. Kasavubu sera même amené manu militari, une arrestation, on va dire, administrative, et donc la manifestation n'a pas eu lieu, mais entre-temps,
c'était déjà parti. Et donc, il y a un quartier qu'on appelle Fokobel, je ne sais pas si vous connaissez Kimbangu aujourd'hui. À l'époque, moi, je suis à l'époque, un peu plus tard. je sais que vous êtes né sous la Deuxième République, oui. On en parlera, mais là, il y a, dans le quartier-là, c'était à feu et à sang. Certains Portugais qui tenaient commerce ont tiré sur quelques badauds, quelques jeunes, qui parfois commençaient à piller les magasins. Les pillages n'ont pas commencé sous Mobutu. Donc, en 1959, déjà, il y a eu ces échanges brutaux. Certains commerçants tirés donc sur la population, il y a eu de morts. Il y a eu levé, donc le Congolais se sont levés, ils ont dit, et c'était le motif de l'époque, indépendance. D'où est partie même la chanson, la indépendance, tcha-tcha. Donc c'était le mot d'ordre, indépendance immédiate, dira même Kassavou. Non mais c'est parti d'où? Des échauffourées, donc c'est après les matchs, donc quand il y a eu ces injures. Là c'est le levain, quoi, donc voilà. C'était parti. Mais le match se termine mal dans la ville, donc la ville devient ingérable, la ville de Léo. Le noir, le domestique d'hier commence à tenir tête à son patron. Les Congolais, pas les noirs. Le noir, les Congolais. Les Congolais sont noirs. Non, ils ne sont pas noirs. Bon, ça c'est notre débat. Ils sont africains, mais ils sont pas noirs. Ils sont blacks. Oui. Ils ne sont pas blacks, ils sont africains. Bon, écoutez. Voilà, ça c'est un autre débat. Donc ils ne sont pas contents. Donc les Congolais se sont levés et puis la situation était telle que les Européens, les Belges ont dit, bon écoutez, on va se réunir rapidement. Et donc, c'était la raison d'être de la table ronde. Donc, il y a eu 2 phases de table ronde, en 59 toujours, où d'abord, la première phase, c'était la table ronde politique, fixer le cadre. Voulez-vous aller vers l'indépendance ou non? C'était la question posée à nos leaders. Et à ce moment-là, s'il vous plaît, Michel, quels sont les leaders? Vous nous avez parlé d'Abako, quels sont les leaders congolais à l'époque qui vont assister à cette première table ronde où on évoque l'indépendance? Là, de mémoire, je cite Kasavubu, je cite Joseph Albert Kalonji, je cite aussi, je pense, Iléo, j'hésite, mais Lumumba est venu après parce que Lumumba était en état d'arrestation, et donc on a été le chercher parce que c'est Kasavubu encore qui dira, tant que Patrice n'est pas là, il n'y a pas de table ronde. Et on a été chercher Lumumba, qui était en prison, pour des raisons que nous allons évoquer peut-être dans un autre débat. Et donc, Lumumba est venu, et il a été accueilli par toute la classe politique congolaise de l'époque, indépendantiste, qui l'ont accueilli, et puis on dit, bon, maintenant on peut parler sérieusement, parce que Lumumba avait déjà l'aura. Après Accra, donc Lumumba avait déjà eu une envergure. Et donc on va aller à cette table ronde. À cette table ronde, à l'arrivée de Lumumba, reprise de négociation, on fixe le cadre parce que les Congolais étaient unanimes à dire que nous voulons l'indépendance immédiate. Entre parenthèses, il y a eu un parti, le PNP, on l'a caricaturé par Pene Pene Namondele, je vais expliquer, près du blanc. Près de Belge, si vous voulez. C'était un parti... Parce que le blanc, qu'on dit blanc, l'Européen, à Lingala, on l'appelle Mundele. Oui, voilà. Donc, le PNP, c'était un parti de Congolais, mais qui était proche tout le temps des thèses des colonisateurs. Donc, lorsque la majorité disait à l'indépendance immédiate, le PNP disait toujours non, on peut aller vers une forme de communauté belge. C'était sous inspiration, par exemple, du document du professeur Van Bilsen qui disait qu'il faut encore 30 ans pour le Congo, pour qu'on prépare les cadres, tout et tout. Et donc, finalement, le consensus a été dégagé. Le 30 juin, on a fixé même une date. Les Belges ont dit, vous voulez l'indépendance? Eh bien, on fixe le modus operandi pour aller vers l'indépendance du Congo à l'amiable, selon l'entendement des Belges. Mais le Congolais était déterminé. On fixera la date au 30 juin. Mais il faut régir, comme vous parlez tout le temps de structure, de cadre. Moi, je pense que le Congo, c'est un chaos institutionnel et structurel organisé. On en parlera. Même déjà, vous voulez dire déjà depuis 5 années? C'était mal pipé, c'était mal parce que on nous piégera avec la table ronde politique. C'est la loi fondamentale. On dit, ah bon, vous voulez la Constitution, vous voulez devenir un État indépendant, voici votre Constitution,
préparé, élaboré par les techniciens belges. Mais lorsque vous décortiquez ce texte constitutionnel, c'est quoi? C'est une copie mutatis mutandis de la loi constitutionnelle belge. On n'est pas en monarchie au Congo. La Belgique est une monarchie, le Congo est une république. Donc c'est deux ordres totalement différents. Et donc on vous met une constitution d'une monarchie au Congo. La table ronde économique, tous les leaders ont commis une... C'est pas de leur faute, il n'y avait pas de techniciens, des économistes, on va dire, pur jus, qui on envoie à la table ronde économique quelques chefs coutumiers. Je n'ai rien contre les chefs coutumiers, mais la formation, ils n'ont pas la formation d'économistes, des financiers rompus à l'art ou à la science économique. Donc ils se sont fait rouler dans la farine, parce qu'en face ils avaient des gens quand même ici, des gens aussi formés qui les ont roulés. En d'autres termes, je vais être clair, toutes les sociétés qui étaient au Congo étaient devenues, comme par hasard, des sociétés de droit belge au lendemain de cette table ronde économique. En 1959, il y a une table ronde. Deux tables rondes, économiques et politiques. Mais la table ronde qui va déclencher l'indépendance, c'est la table ronde politique où il y a Lumumba qui assiste et les qu'est-ce qui va se décider? Indépendance, la date de l'indépendance au 30 juin. Le roi Baudouin est là, Joseph Kasavubu est là, Lumumba est là, et Lumumba, lui, dans le protocole, il n'est pas prévu pour prononcer un discours. 30 juin 1960, le jour de l'indépendance. Le roi parle longuement des colons, de Léopold II. Il demande de penser à ces pionniers de l'émancipation africaine. Il demande surtout de ne rien changer, si on n'est pas sûr de faire mieux. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Qu'est-ce qui va amener Lumumba à prendre la parole? Il n'était pas inscrit au protocole qui devait parler. Kasavubu, qui ne parlait pas beaucoup, avait fait le meilleur discours qui soit. Mais ce discours a été occulté parce que Lumumba avait l'aura et protocolairement qu'il n'était pas prévu qu'il parle parce que c'était deux personnes, mais il insistera auprès de Kassongo, qui était le président du Parlement, pour dire que je veux parler. Et avec la personnalité de Lumumba, Kassongo n'était pas en mesure de lui dire que non, vous allez faire un incident. Il n'a pas su le convaincre et Lumumba s'est levé. D'ailleurs, on l'a vu faire griffonner quelques mots. Mais ce n'est pas un scoop. Le discours de Lumumba n'était pas préparé que sur place. Faux et archi faux.
C'était un discours déjà préparé bien avant. Et les conseillers belges qui ont préparé ces discours, on connaît le nom. Lumumba n'a pas improvisé, il a même été conseillé par... En droit, par on dit même c'est de la préméditation. Je dédouane Lumumba parce qu'il était jeune, il avait moins de 33 ans à l'époque, c'est peut-être aussi son tempérament. Lumumba avait un tempérament explosif de feu. Mais je pense que les discours-là, je ne discute pas du fond, hein. C'était un fond idéologique porté par Lumumba. Mais je pense que c'était pas déplacé, mais je pense que le moment n'était pas vraiment, c'était pas le momentum. Dans ce sens que protocolairement, c'était clair que c'est le président qui parlait et le roi. Ce que tu soulèves, tu ne l'as pas confirmé. Lumumba a été conseillé par les colons à l'époque, par un certain groupe de colons. Vous lirez mon livre, vous verrez le nom du Belge qui a conseillé Lumumba et qui l'a même pensé et rédigé ses discours. Je le dis publiquement parce que les faits sont là, j'ai recoupé mes sources. Donc ce sont des Belges, une équipe de Belges qui ont dit, bon voilà. C'est compte tenu de son axe, hein, il n'était pas communiste, on lui a fait un faux procès, Lumumba n'a jamais été communiste, mais il avait une inclination qui était pas totalement, diamétralement opposée à celle de Kasavubu. Kasavubu qui était beaucoup plus modéré, on va dire. Lumumba était beaucoup plus, on va dire, radical, nationaliste et radical. Et Kasavubu était nationaliste, mais disons modéré. Et donc, Lumumba avait trouvé dans les discours de Kasavubu que c'était un discours un peu mollasson, on va dire entre guillemets. Vous n'aimez pas ce mot, mais je l'ai dit quand même. Bon, Lumumba s'était dit, il faut un discours, mais c'était déjà, c'était dans le plan, dans le projet de Lumumba de faire ces discours. Bien sûr que dans le texte, vous verrez bien Lumumba en train de griffonner, mais c'était des mots qu'il mettait en marge d'un discours déjà préparé. Ce sont des revendications sociales. On ne disait pas aux nègres, ça ce sont ces mots, tu, et vous, on les tutoyait. Et puis, on n'allait pas dans des restaurants prévus pour le blanc. En fait, ils s'attaquaient à un apartheid qui avait lieu à Léopoldville à l'époque. Ce qui est légitime. Ce qui est légitime du terme du combat, mais moi, je prends position, je me dis que est-ce que c'était le momentum, ce jour-là? C'est matière à débat pour les historiens, pour les politologues du Congo. Nous devons nous saisir de notre histoire pour repenser cela. Et je pense que si j'étais conseiller de Lumumba à l'époque, je n'avais que 4 ans, mais si j'avais l'âge et si j'étais son conseiller, j'aurais dû dire de ne pas faire ces discours le jour-là de l'indépendance, mais de le faire au Parlement, parce qu'au Parlement, il avait fait le meilleur discours qui soit, lui, Lumumba, où il avait dit, et il avait reconnu même, il n'avait même pas demandé d'excuses, mais il avait un peu arrondi les angles et essayé d'être un peu, on va dire, accommodant. Avant qu'on parle de ce qui va se passer après, hein, après les discours de Lumumba, après que le Congo, les Congolais puissent prendre le destin du pays en main, les conflits qu'il va y avoir entre le Premier ministre Lumumba et le président Kasavubu, je propose qu'on écoute, qu'on suive ces paroles fortes de Lexus Légal qui parle justement de la conférence de Berlin au moment où justement l'Afrique est partagée et le Congo est donné aux Belges. Ok. Comme un sous-homme considéré, longtemps sous ordre, indépendante depuis si peu, sidérante de cette discorde. À petit vorace jusqu'à mordre, le corps de la liberté me la gorge au tronc. Puissance, l'échec de nos dirigeants impuissants de faire front malgré l'urgence. Trempent sur leur position pourtant absent de Berlin en 1885. Miliciennes font couler de rivières de sang à cause de frontières tracées par quelques plans inconscients de l'acte opératoire. Mécontent d'avoir les richesses du territoire. Incalculables sont nos torts, inchiffrables sont nos morts. Même pardonnables sont le colon, sans remords exprimé, je le dis sans bémol. Jeune d'Afrique est plus l'heure d'une révolution. Mentale sera l'évolution. L'union fait la force n'est pas qu'un slogan. La victoire serait illusoire si on reste divisé. Y'en a marre. Depuis le temps qu'on attend le changement, c'est ça. Depuis le temps qu'on attend le changement. Nyamara Kenny Lotako la Wetale. Plus le temps de laisser le doute s'installer. En nous, en vrai, un peuple uni, y a pas plus dangereux, même démunis, fera trembler une armée. L'art de la guerre, une révolte, un Mike armé, réfléchi loin d'une révolution armée.
gâchis. Nourriture aguerrie pour l'esprit, enrichie, conscientisée pour éviter l'anarchie. Appauvri comme l'uranium, ça reste dangereux. Tout ce que l'on sait plus est précieux. Donc, solidaire de nos morts et blessés, c'est comme au Dembaki, des Kamanyamassé. Le jour-là, au lieu d'être une fête, c'était des fâcheries entre Lumumba Kasavubu, entre Lumumba d'une part, Kasavubu et le roi Baudouin d'autre part. Le roi voulait même s'en aller, rentrer en Belgique, le illico et une péto. Mais Kasavubu a dû faire un travail de persuasion et finalement le roi est resté quand même au Congo pour, je pense, 48 heures pour les fêtes, commémorations de l'indépendance du Congo. Il rentrera en Belgique, mais vous savez, il a été fort blessé. Selon son entendement, Lumumba a fait le discours qu'il fallait faire parce que c'était dans sa logique idéologique de dire en tout cas tout le mal qu'il pensait de la colonisation. Mais il y a un détail souvent qui échappe aux Congolais. Il y a un événement important qui va passer avant la destitution politique et même la liquidation physique de Lumumba. C'est en août 60, donc 2 mois à peine que le Congo est indépendant, Lumumba sera convoqué, je dis bien, je pèse mes mots, convoqué aux États-Unis d'Amérique. Alors que la population célèbre l'arrivée des casques bleus au Congo, le président du Conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchtchev, propose à son homologue congolais l'aide de l'armée rouge. Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le Premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez. Et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Lumumba et Kasavubu ont travaillé 1 mois, juin, juillet, 2 mois. Oui. Août, on l'appelle aux États-Unis. Le Premier ministre est reçu debout, oui, sans verre d'eau. On lui demande qu'est-ce que vous voulez faire du Congo. Donc le Congo, c'est une colonie. C'était un pays indépendant, mais une autre puissance l'appelle pour dire qu'est-ce que vous voulez faire de votre pays. Il lui dit, mais voilà ma pensée, nous voulons faire du Congo un État indépendant, nous voulons bâtir une grande nation au cœur de l'Afrique, mais nous allons travailler avec tous les partenaires, même avec l'URSS, alors on lui fera le procès qu'il a été communiste. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Pourquoi, après l'indépendance, Lumumba et Kasavubu ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas travailler ensemble? Le conflit, il vient d'où? Le conflit vient de tous ceux qui ont été califes, sous-califes, qui voulaient être califes à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque, sont rentrés chez eux. Je parle de monsieur Moïse Tshombe. Il est président provincial du Katanga. Mais il est mécontent. Il déclenchera ce qu'on appelle la sécession katangaise. Le Katanga, conseillé par qui, vous savez, sera, va se dire République du Katanga. C'est la sécession. Dans le Kasaï, Joseph Albert Kalonji s'est dit aussi roi des Kasaï. Le deux Kasaï, à l'époque, c'était le grand Kasaï. Et donc, entre le Kasavubu et Lumumba, il y a 2 options pour éradiquer la sécession, pour éradiquer les rébellions, on va dire ça comme ça, de Joseph Albert Chitunga Kalonji dans le Kasaï et aussi de la sécession, ce qui était dur pour le Congo parce que le Congo amputé du Katanga, vous voyez ce que je veux dire, et donc c'était des options à prendre, des options fortes. Kasavubu était partisan du dialogue.
faut dialoguer, il faut faire revenir Tchombe à la raison avec les Monongo Godefroy, tous ces frères égarés du Katanga. Lumumba était pour partisan de l'option militaire, l'option forte. Dans le sud Kasaï aussi, c'est pareil. Donc Lumumba était pour l'option militaire, quitte à demander même de l'aide, si les Occidentaux traînaient les pieds, quitte à demander de l'aide même de l'Union soviétique. Et donc, il y avait déjà des divergences, des grosses divergences au sommet de l'État qui étaient bicéphales, parce qu'on avait une direction à deux têtes. C'est un monstre, hein? Donc quand vous avez au sommet de l'État, deux têtes dirigeantes, vous voyez ce que je veux dire en termes de gestion du Congo d'aujourd'hui. Donc on va y arriver. Et donc on avait là deux options fortes, diamétralement opposées, on va dire. Et donc pour Kasavubu, à un moment donné, Lumumba avait dépassé la ligne rouge, il fallait le renvoyer. C'est ce qu'il fera le 5 septembre à 9 h. Avec le contre-5 ministériel de deux ministres, Mafuta Gizola et Justin Marie Bomboko, qui étaient membres du gouvernement, mais qui ont... On est le 5 septembre, à 9 h, le président Kasavubu signe un décret présidentiel révoquant le Premier ministre Lumumba. D'ailleurs, il passera même à la radio nationale, aux ondes de la radio nationale pour dire « Je révoque le Premier ministre Patrice Emery Lumumba de toutes ses fonctions. Il est relevé de ses fonctions. » Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. À 11 h, ayant appris cela, Lumumba aussi s'en ira à la radio dire que je venais aussi de révoquer le président de la République. Donc on était devant un imbroglio institutionnel, politico-institutionnel grave. C'était la première crise congolaise, politique congolaise de l'après-indépendance. Lumumba, à ce moment-là, quand il prend cette décision d'aller à la télévision, à la radio, à cette époque-là, constitutionnellement, c'est illégal. C'était sa lecture de la loi fondamentale. Il est majoritaire et donc il s'est dit, comme j'ai la majorité derrière moi, je vais au Parlement, je vais à la radio dire... Et Lumumba avait le soutien de la majorité. C'est un jeu politique subtil. C'est une lecture politique que Lumumba a eue, mais pas une lecture, on va dire, constitutionnelle des textes. C'est parce que le texte disait, on va dire, pratiquement autre chose. Donc le président de la République pouvait révoquer le Premier ministre en ayant simplement les 2 contre 5 ministériels dont je parlais. Donc le texte était ambigu, c'est vrai, c'était déjà... Le poison était dans le verre, on va dire. Lumumba va se faire assassiner. C'est la thèse officielle, il a été tué. Entre les deux, entre le président de la République et le Premier ministre, s'interpose le lieutenant-colonel, chef des armées, commandant en chef des armées, qui dira, toujours par la voix des ondes, je neutralise et le président de la République et le Premier ministre. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Ça s'appelle en termes clairs un coup d'État. Mobutu, lieutenant-colonel, mais il décide à ce moment-là de neutraliser. Comment il arrive à ça? Il arrive à ça parce que Mobutu était militaire et politique. En 60, Mobutu était déjà secrétaire particulier de Lumumba, comme aussi un certain Laurent Kabila qui était aussi secrétaire politique de Lumumba. Donc les 2 fils spirituels de Lumumba, c'est Laurent Mouzé Kabila et Joseph Désiré Mobutu. Donc Mobutu est déjà politique. Lorsqu'il est reversé dans la vie civile après l'armée, Mobutu a été officier de renseignement. Il est venu ici en Belgique, il a fait la formation qu'il a fait.
qu'il a faite. Mobutu en rentra et au service du président, comme secrétaire général à la présidence de la République. Après, lorsqu'il fallait africaniser les cadres de notre armée, Mobutu sera désigné. Là, c'est un accord, un deal entre plutôt Kasavubu et Lumumba pour mettre Mobutu qui avait la texture militaire, qui avait aussi le bagage, la compétence. Parce que Victor Lundula qui était là, que Lumumba avait proposé, paix profonde à son âme, Lundula n'était pas l'homme de la situation. Mobutu se placera dans une situation telle que il reçoit deux ordres, un ordre et un contre-ordre. L'ordre, c'est le président de la République, Kasavubu, qui lui demandera de s'occuper de Lumumba. Et Lumumba aussi qui lui demandera aussi de la destitution, donc de mettre l'armée au service pour procéder déjà à la destitution du président Kasavubu. Donc, Mobutu, face à cet imbroglio, a tranché en militaire. Et donc, en disant que je neutralise, en fait, c'était son premier coup politique, coup d'essai. Et après, le gouvernement qui se mettra en place après la destitution de Lumumba, ça sera un gouvernement, le collège des commissaires généraux, avec la présidence, comme président du conseil, Iléo Joseph. Ça sera une mouture présentée par Mobutu, qui était déjà l'homme fort à Léopoldville, devant le président de la République qui était déjà affaibli, M. Joseph Kasavubu. Donc, le troisième larron dans l'affaire, c'est le lieutenant-colonel Mobutu qui déjà avait pris de l'épaisseur politique. C'était pour éviter l'effusion du sang, parce que pour moi, le sang congolais, n'est-ce pas, est précieux. Et pour éviter, n'est-ce pas, le chaos. Parce que il fut un moment où, moralement, n'est-ce pas, je ne pouvais plus tenir le coup. J'avais d'ailleurs donné ma démission à M. Lumumba qui n'a pas accepté, et à M. Kasavubu qui a fait de même. Donc, les deux ne voulaient pas accepter ma démission. Alors, je ne savais pas en conscience prendre parti au nom de l'armée, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors j'ai réuni tous mes officiers et sous-officiers, je leur ai posé la question, n'est-ce pas, le problème d'une façon brutale. Dans cette affaire, je suis d'ailleurs le seul élément modérateur puisque tout le monde m'a poussé, n'est-ce pas, à retirer un coup d'état militaire. Et au lieu de le faire, n'est-ce pas, j'ai neutralisé les politiciens en leur donnant, n'est-ce pas, un délai. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kasavubu et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que ceux de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Qu'on ne pourra pas songer. Il se jugera lui-même. Le principal problème est qu'il faut absolument qu'on arrive à une solution. Il faut qu'on puisse résoudre la crise que nous connaissons actuellement. Nous ne pouvons pas laisser le pays dans la misère et dans la souffrance à cause des ambitions d'un seul homme. Il n'en est pas question. Lumumba ne peut pas prétendre avoir le monopole de diriger ce pays. Il ne peut pas prétendre être le plus capable et le plus apte pour diriger ce pays, et je crois que c'est plutôt le contraire qui est vrai. C'est un type qui, je m'excuse, n'est-ce pas, de l'expression, mais je suis bien obligé de l'employer. Il ment comme il respire, n'est-ce pas? Il ne recule devant aucun mensonge. Il n'est pas chef du gouvernement, il est revoqué, il reste revoqué. Lumumba est destitué et il ne réussira pas. Il y a beaucoup d'influences qui essayent de le remettre encore en selle, mais ils vont échouer lamentablement. Parce que nous, on n'est pas de la race à nous laisser faire. En tout cas, si jamais ils veulent replacer Lumumba dans son pouvoir, nous, les Baluba, on lui dressera une barrière telle qu'il sera obligé de massacrer jusqu'au dernier. Et je crois qu'alors le monde entier finira par se mouvoir et qu'on ne nous laissera pas mourir sans prendre notre défense. Et à ce moment se pose le problème de la seconde Corée au monde international et surtout à l'ONU de prendre ses responsabilités. J'ai pris de graves mesures parce que le gouvernement à qui j'ai mis confiance en a abusé. Au lieu d'asseoir les gens, il les a fait tenir debout à tout le moment. Au lieu de commencer à étudier le problème important du pays, il ne s'occupe que des discours et des conférences de presse, mais cela, la population n'en a pas besoin. Lumumba sera
aux arrêts, mis d'abord sous surveillance, en résidence surveillée, c'était ça le mot. Il était mis en résidence surveillée à Léopoldville. Ouais. Et on est dans quelle commune là? Là, on est à la commune de Kalina, aujourd'hui la Gombe. Il avait une maison, une résidence de fonction sur le boulevard même du 30 juin. Et donc, il sera mis à résidence. Donc, il ne sort pas, il reste entouré d'une faction de l'armée, enfin de quelques militaires. Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Et donc, il neutralise les institutions de l'État, il accède au pouvoir. Il prend d'abord, il neutralise le 2 et puis après il prendra position. Mobutu a toujours fait de la balance. Donc il les neutralise tous les deux dans un premier temps. 48 heures après, il prend fait et cause pour le président de la République contre le premier ministre Lumumba donc. Et il mettra un nouveau gouvernement en place avec Kasavubu bien sûr, en la personne d'Iléo comme président du conseil, donc premier ministre en lieu et place de Lumumba. Entre-temps, Lumumba sera quelques mois plus tard liquidé. Elle est morte comme tout le monde. Hein. C'est un criminel. Ah, c'est une mauvaise chose. Presque tout le monde regrette. Hein. Pour la mort de Lumumba, moi, ça ne me fait rien. Parce que ce Lumumba-là, il a fait beaucoup de morts à Luabour, partout au Congo. Pour moi, je ne regrette pas. Je m'attendais à cette question-là, mais vous comprenez bien que je ne vais pas y répondre. Oui, mais à votre avis, c'est une bonne, mauvaise chose, regrettable ou non? Je ne peux pas, je ne peux rien dire. Je suis étranger ici. Comment ça, vous êtes étranger ici? Ben oui, je suis belge, enfin, je suis tout de même étranger dans ce pays. Mon gouvernement reprouve tous les actes de barbarisme, reprouve la violence. Et il faut absolument que les gens dans ce pays sachent que le respect de la personne humaine est un élément important pour l'ordre et la prospérité d'un peuple. Et je crois que la grande majorité des gens ont regretté cette mort tragique, car on aurait pu l'éviter et je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire. Quelles sont les raisons, Monsieur le Président, de votre opposition à une commission internationale d'enquête au sujet de la mort de Patrice Lumumba? Le Katanga, c'est un pays indépendant, il est souverain. Donc jamais dans l'histoire des Nations Unies, n'est-ce pas, ils ont fait l'enquête dans aucun cas pour la mort de leader. Est-ce que vous croyez que l'émotion qui s'est emparée à l'extérieur
disons, de l'opinion publique à la mort de M. Lumumba était déplacé, dirons-nous. Complètement déplacé. La preuve en est qu'il y a eu des agitations en France, à l'intérieur, partout un peu dans le monde, n'est-ce pas? Ceux qui se sont intéressés, n'est-ce pas, à la question, mais à l'intérieur du Congo, heureusement, rien à ce sujet. Heureusement, rien. C'est la preuve que c'est l'influence extérieure qui fait du tort au Congo, et non pas le Congo lui-même. Ce que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Et nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain, où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. Je vous dis que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs, et j'ai essayé d'étudier un peu de tout et de prendre parfois chaque idée, parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des penseurs, il y avait des philosophes qui étaient des maîtres, alors je voulais étudier un peu tous les systèmes, et c'est ainsi par exemple que mes parents sont des catholiques, et se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes 4 enfants, tous des garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'après ça que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les deux influences, le catholique et le protestant, ce qui a fait de moi accentuer mon indépendance d'esprit de jugement. Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment, et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Je pense qu'il y a eu de la provocation de la part de certains qui l'ont induit en erreur pour lui dire de quitter, de fuir. Et donc, même les Kwame Nkrumah lui ont dit de rester sur place. Il y a des correspondances. Lui dire de rester sur place et de ne pas, parce que c'était un guet-apens. Mais suite à certaines provocations, Lumumba prendra la fuite, tentera de faire l'évasion. Bon, il y a beaucoup de versions là-dessus, mais la version quand même qui est beaucoup plus citée, c'est celle où Lumumba fuira. Et savez-vous qui était le chauffeur attitré dans cette évasion? C'était quelqu'un qui sera plus tard un membre éminent du bureau politique du MPR et puis par la suite opposant, Bernardin Mungulu-Diakra. C'était lui le chauffeur. Qui à une époque était gouverneur, même Premier ministre. Oui, sous Mobutu. Mais en 60, c'était lui qui avait fait, comme quoi qu'il était dans les camps progressistes, que bon, c'est lui qui a fait le chauffeur. Et pour aller vers Stan, parce que Lumumba dans sa tête, en fouillant, c'était de gagner Stanleyville. Et à partir de là, qui était son fief politique, où il était connu, parce qu'il avait travaillé là à l'époque, avant 60, là-bas, à Stanleyville, donc aujourd'hui Kisangani, gagner là-bas pour relancer la machine, pour revenir au pouvoir dans son entendement. Et donc, c'est Mungulu qui le prendra, et quelque part dans le Bandundu, il sera arrêté. Parce que à chaque fief, à chaque village, hameau de village, Lumumba tenait des discours pour sensibiliser, mobiliser les siens, la population, pour dire que voilà, pour expliquer un peu la cause de ces difficultés.
de la crise politique qui s'est visée au pays. Mais malheureusement, je pense vers Boulungu ou quelque part. Il fut arrêté. Il fut arrêté. Il y a une anecdote qui dit qu'il avait traversé une rivière et il y avait sa femme ou quelque chose qui fait qu'il va revenir et il sera arrêté. Bon, les militaires sont coutumiers de cela. Il paraît qu'il avait traversé, que certains militaires lui ont dit écoutez. De l'autre côté, il y a Pauline, son épouse, avec un bébé, avec son fils qui était de l'autre côté. Et Lumumba avait décidé carrément de revenir chercher sa femme et son enfant. Et à son retour, malheureusement, Lumumba fut pris, et qui l'a pris, c'était le commandant Gilbert Mpongo, le propre père de la chanteuse congolaise Landou Mpongo. Mpongo Love, qui est déjà décédé aussi. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. Le collège des commissaires généraux est en place, avec un certain Etienne Tshisekedi dans ce gouvernement, avec le jeune Justin-Marie Bomboko, tous fraîchement sortis des universités, et donc qui vont faire l'ITO, Moboti et d'autres aussi qui feront cette équipe-là, des pro-Mobutu déjà en 60. Tout ce qui se fera au Congo, sous la Première République, à partir de cette date, il fallait compter avec Mobutu qui avait déjà posé un acte politique majeur en neutralisant le président et le Premier ministre, et puis en jouant un rôle en dehors de son rôle de chef des armées, éradiquer le foyer des tensions, la rébellion, avec l'aide aussi des mercenaires, parce que souvent notre armée a eu à faire appel aux mercenaires pour éradiquer toute forme de rébellion ou de contestation de l'autorité de Léopoldville, et souvent qui nous venait d'une capitale, que je peux citer? Oui. Kigali. Beaucoup de mercenaires, beaucoup d'aventuriers sont passés par Kigali pour attaquer le Congo, depuis Grégoire Kayibanda, le premier président du Rwanda. Avec Abiyarimana, ça s'est un peu estompé, mais qui est revenu encore en force sous la présidence du général-major Paul Kagame. On va en parler, ça c'est plutôt l'actualité, en fait il y a un lien avec l'actualité politique de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mobutu neutralise le Premier ministre et le président. Il va mettre un gouvernement en place. Ça va durer combien de temps, ces gouvernements? Ça va durer de 60, on va dire 60, c'est octobre 60. Je pense jusqu'à 62. Après, ça sera le gouvernement Cyril Adoula qui reprendra les rênes. 62, Cyril Adoula, un ancien syndicaliste qui a fait du bon travail aussi. Et puis, 64, ça sera la concorde, l'union nationale, toujours les dialogues. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé. Je jure fidélité aux lois du Congo et au chef de l'État. Car si Tshombe est revenu pour être Premier ministre, il songe aux élections présidentielles qui auront lieu dans 6-7 mois et qui feront de lui, si le Congo et le monde le veulent, le deuxième président de la République du Congo. Monsieur Munongo Godefroy, ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique. Monsieur Mamboleo Léon, ministre de la Justice. Monsieur Kishwe, ministre des Mines et Terres. Et lorsque M. Tshombe me présente ses nouveaux ministres, il hésite, s'embrouille. Tout s'est passé si vite qu'il ne connaît pas encore très bien son équipe. Ministre de l'Agriculture. Monsieur Lubaya, ministre de la Santé. Monsieur Ndoua Ndano, ministre de la Jeunesse et Sport. Il me manque encore 2 ministres qui ne sont pas sur place. Oui. Monsieur Dinga, notre ministre des Finances.
Ah bon? Et vos portefeuilles, toujours 4 portefeuilles, monsieur Tchombe? C'est exact. Oui. Quel portefeuille pour Et vous? je vous l'ai déjà dit. Donc, affaires étrangères, plan, commerce et information. C'est ça. Et pas de femmes dans votre gouvernement? Pas question. Du moins pour le moment. Tchombe reviendra d'exil, Moïse Tchombe, et il sera Premier ministre de 64 à 65, avant les élections législatives gagnées par la CONAGO, son parti, et avant la tenue de l'élection présidentielle transparente et démocratique prévue pour novembre, qui n'a pas eu lieu pour cause de coup d'État encore de qui? Du général, lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu. Nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. On arrive là, Mobutu va faire son coup d'État en 1965. Et, mais, le deuxième, non? Mais il va faire le deuxième, oui, parce que le premier, c'est en 60, quand il neutralise les institutions de l'État. Et en 65, c'est un coup d'État maintenant militaire où il va être lui-même. Carrément, il se projette. Oui. Donc, il devient président de la République. Donc voilà, à ces moments-là, le coup d'État, c'est contre Joseph Kasavubu qui est président. Contre Joseph Kasavubu, c'est encore une lecture de Mobutu. Après l'élection législative gagnée par la CONAGO et alliée, la CONAGO c'était le parti de M. Moïse Tchombe, gagné largement. Personne n'avait contesté, même pas le président de la République n'avait contesté le résultat. C'était l'élection, aujourd'hui on parle d'élection démocratique, bon, entre guillemets, mais là c'était l'élection la plus démocratique que le Congo n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, gagné par Tchombe, Kasavubu a reconnu la victoire de son adversaire et Kasavubu a dit on va maintenant à l'élection présidentielle. Et il a dit aux siens, donc aux gens de l'Abaco, de son cartel, que si je perds en novembre 1965, l'élection présidentielle, je me retire. Il n'y a pas plus beau message démocratique et politique que cela. Mais malheureusement, avant, il nommera Évariste Kimba comme Premier ministre. Évariste Kimba, qui fut l'un des lieutenants de Tchombe, débauché par Kasavubu pour des jeux politiques subtils, il sera nommé Premier ministre. Mais il n'aura pas la majorité au niveau du Parlement, du nouveau Parlement, contrôlé majoritairement par Moïse Tchombe. Et à 2 reprises, il n'aura pas la confiance du Parlement. Évariste Kimba, qui sera aussi pendu en 66, n'aura jamais l'aval du Parlement, d'autant plus que ce Parlement était contrôlé, comme je l'ai dit, par Moïse Tchombe. Et Mobutu dira encore que, voilà, les civils ne se mettent pas d'accord, c'est encore l'imbroglio qui reprend, et cette fois-ci, le commandement militaire prend les choses en main. Il s'est projeté président de la République, mais entre-temps, 3 jours avant son coup, on le nommera quand même du lieutenant-colonel, il passera au grade du lieutenant-général, au camp colonel. Le fameux discours de Joseph Kasavubu où il élève Mobutu presque à tout le grade de l'armée. Non, mais on va l'écouter, on va l'écouter. Mobutu. Le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise, général-major, colonel. Mobutu, d'abord, lorsqu'il arrive au pouvoir, il le dit clairement qu'il est là 5 ans. Les politiciens, mettez-vous à carreau. Donc 5 ans, c'est l'armée. Il met le pays au pas de charge. Hein. Donc il dit 5 ans, il n'y a plus de vie politique. Suppression d'abord dans les mesures que Mobutu prend pour les 5 ans, donc 65 à 70. Suppression de tous les partis politiques. Il n'y a plus d'activité politique au pays. La Cour des comptes aussi, ce qui est curieux. Et donc, on va gérer comme ça. C'était pratiquement un gouvernement à texture militaire.
Et puis, Alphonse Bangala, par exemple, était gouverneur de la ville de Léopoldville, qui deviendra Kinshasa. On se trompe à l'étranger, loin du Congo, se trouvant à quelques milliers de kilomètres de ce pays, on écrit n'importe quoi sur notre chère République. Il n'y a pas de dictature ici. La population a accueilli avec beaucoup de joie la naissance du nouveau régime. Vous iriez donc jusqu'à dire que vous êtes un président comme un autre? Mais comme n'importe quel autre, puisque j'ai été approuvé à l'unanimité, j'insiste encore sur l'expression à l'unanimité par le Parlement national réuni en congrès. Et vous ne l'avez pas dissous? Vous n'avez pas dissous le Parlement? Je n'ai pas dissous le Parlement. Au contraire, j'ai affronté le congrès. En 1960, vous aviez rendu le pouvoir aux civils après 6 mois environ. Cette fois-ci, pourquoi estimez-vous nécessaire de le garder pendant 5 ans? C'est facile à expliquer, parce qu'il a fallu 5 ans aux hommes politiques pour mener ce pays à sa ruine, et il me faudra à moi 5 ans aussi pour redresser la situation. Il n'y a pas d'arbitraire dans cette décision du haut commandement, et le 24 novembre 1970, on présentera le bilan au peuple congolais qui est seul juge et qui jugera. Mon général, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu responsable des prises de pouvoir récentes par des chefs d'état-major dans 3 États de l'Afrique francophone? Responsable? Je veux dire par l'imitation de votre exemple. Je ne sais pas si tous ces collègues militaires me copient, mais s'ils ont pris certaines responsabilités chez eux, c'est qu'ils ont jugé que la situation était... le requérait. C'est ça justement, c'est ce qui peut-être s'est passé ici. Vous ne leur avez pas demandé de le faire? Ah non, pas du tout. Vous ne leur avez pas envoyé de félicitations après? Non, non, rien du tout. Donc Mobutu règne durant les 5 premières années, met en place en 67 le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, qui n'est pas encore un parti unique, mais c'est un mouvement, dans le langage de l'époque, un mouvement où il y avait même Tshisekedi père comme doctrinaire, idéologue, et bien d'autres, les Amundu et compagnie. Et donc, Kitima aussi, Mobutu régnera les 5 premières années dans un semblant de démocratie avec toujours à la base la constitution de Lulabour de 64 qui avait mis en place, qui avait présidentialisé le régime au Congo. Donc on était passé de la loi fondamentale de 60 à la constitution révolutionnaire, on l'appelait à l'époque révolutionnaire de Lulabour, Kananga, donc où on avait renforcé en fait le pouvoir du président de la République. Donc Mobutu a fait jusqu'en 67, et puis après a fait un amendement à cette constitution, renforçant son pouvoir, qui était devenu de type présidentiel ou présidentialiste américain, suppression même du poste de Premier ministre, Lumumba, le général Moulamba Léona, qui était son Premier ministre, liquidé, envoyé aux Indes comme ambassadeur. Mobutu est resté l'homme seul. Et en 70, jusqu'en 70, Mobutu n'avait pratiquement plus de poids lourds comme adversaires, tous morts. Kasavubu, mort en 69, Tshombe, mort en 69, Lemulele liquidé entre-temps. Lumumba aussi? Lumumba déjà liquidé dans le temps. Et puis les 4 pendus de la Pentecôte liquidés. Les nationalistes aussi, les Finans, tout ça liquidé déjà dès les années 60. Et donc pratiquement les poids lourds, comme on va dire, Mobutu, Tshombe mort, Kasavubu mort, donc vous comprenez qu'au niveau des personnalités avec envergure, il n'y en avait plus au Congo, sur la place du Congo. Mobutu pouvait régner seul, de 70, et puis après il radicalisera encore son pouvoir, et il fera du MPR, le MPR parti-État en 1974. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. L'indépendance se fera. C'est le peuple qui le demande. C'est de son droit. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est. Les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple
et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe. Mes chers compatriotes, il y a 18 ans, presque jour pour jour, par la grâce du Très-Haut et suite à un malheureux concours de circonstances, j'accédais à la magistrature suprême dans un contexte marqué par des défis aussi nombreux que graves. C'est avec l'humilité qu'impose la conscience de l'immensité de la tâche, mais aussi la détermination de réussir que seule permet une grande foi en Dieu et en son peuple, que par un jour ensoleillé du 26 janvier 2001, je répondis à l'appel de la nation en prêtant serment. Pour la première fois, le serment constitutionnel en tant que président de la République. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles susdites. En 2019, on est dans une situation quasiment identique où on a un groupe politique qui est majoritaire au Parlement et un autre groupe politique qui a gagné l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que le Congo risque de revivre les situations du passé? J'ai envie de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 60, si vous m'avez bien suivi, Lumumba neutralisé, Lumumba mort, tué, les institutions de la République sont mises à mal. Nous sommes en 65, Kasavubu Boahi la vie sauve, Mobutu c'est un putsch militaire sans effusion de sang. Nous sommes en 2001, souvenez-vous, en janvier 2001, le musée Kabila meurt par accident ou par assassinat carrément au palais de Marbre. L'histoire du Congo bégaye et l'histoire du Congo s'y ressemble un peu quelque part. Vous avez en face un président sortant qui n'est pas vraiment sorti parce qu'il est sorti par la porte et peut-être qu'il est rentré par la fenêtre parce qu'il a toutes les majorités imaginables au Congo. Donc, c'est lui, en fait, le primus inter pares, comme on dit en latin, le premier d'entre les pères. Donc, lui, il est à la place de Lumumba aujourd'hui. Il est à la place de Lumumba en 60. On parle de Joseph Kabila avec son groupement politique qui est le FCC, qui a la majorité au Parlement, sur les deux chambres basses et hautes du Parlement. Il a le Sénat, il a la députation, les assemblées provinciales, et même ça va aller même jusqu'aux communes. Il a partout. Et donc, c'est l'homme qui est vraiment, on va dire, l'homme fort du Congo. Je ne mâche pas mes mots. Le président qui est un peu, en fait, un peu comme un régent ad interim ou quoi, je ne sais pas, vous trouvez... On peut pas dire ça, on peut pas dire. Il a été élu, les lois du pays le proclament comme président. On peut pas ici, dans une chaîne sérieuse, tenir de tels propos, dire ad interim ou des trucs comme ça. Je crois que c'est pas... Voilà. Bon, moi j'ai un profond respect pour... c'est pas des outrages, hein, mais j'ai dit... Par rapport à l'élection même chahutée de 2018, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai pas été assesseur ou président de la CENI ou je ne sais pas moi quoi. Mais en tout cas, il y a eu des institutions sérieuses. La CENCO, par exemple, qui a dit que nous savons qui a gagné. Oui, mais la CENCO dit on sait qui a gagné, mais la CENCO ne dit pas qui a gagné. Donc ça, tout ça, c'est des contradictions qui font que après, on arrive dans des situations de maître parce qu'il y a tel qui veut dire ceci, qui ne va pas au bout de sa logique ou de sa phrase. On en arrive là parce qu'il y a des précédents. La question le précédent, c'est 2006.
Kabila qui bat Bemba, contestation sur contestation. Élection chahutée. Nous sommes en 2011. Kabila qui bat Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi s'est dit que c'est moi qui ai gagné. Il a même prêté serment à l'imiter, je pense. Mais il n'avait pas l'impérium. Parce que l'autre avait des armes, avait les institutions avec lui. Donc, on est en 2018. L'élection aussi est contestée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir sur blanc dans toutes les chaînes sérieuses, comme vous dites, que l'élection au Congo, c'était vraiment de la catastrophe. Oui, mais la réalité, le fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un président de la République qui est en place là. J'aimerais recadrer les débats parce qu'on peut prendre le temps, de discuter sur les élections au Congo, la véracité des résultats et de ceci, mais le fait maintenant, c'est qu'il y a un président de la République au Congo. C'est pas un président de fait, c'est un président élu, proclamé par la commission indépendante, programmé par la Cour constitutionnelle, et c'est lui qui est à la tête du pays. Je veux dire, ces débats, on peut l'avoir. Mais aujourd'hui, on a essayé de parler un peu de l'indépendance. La question que j'aimerais poser dans ces cadres, c'est que est-ce que vous avez l'impression qu'en 2019, le Congo se retrouve dans la même situation qu'en 1960, et quelle est la solution? Est-ce qu'on va déboucher par une révocation du président par le groupe majoritaire? Où va le Congo? C'est ça ma question. Mais si vous m'avez bien suivi tout au début de mon intervention, je vous ai parlé de 5 I. L'immobilisme. Le Congo maintenant est hacké. Le président de la République voyage, prend des négociations. Le président Tshilombo Tshisekedi voyage, il parle au nom de... Il engage l'État, il est président. Comme vous l'avez dit officiellement, ok, je n'ai aucune difficulté là-dessus, mais je trouve que les institutions sont bloquées. C'est pourquoi j'ai dit, premier I chez moi, c'est l'immobilisme. L'État ne fonctionne pas. Les institutions ne fonctionnent pas. La preuve, la mise en place d'un gouvernement. Si on a vraiment des urgences, je pense qu'il faudrait qu'au Congo, on ait le plus rapidement possible un gouvernement de plein exercice et qui travaille. Là, on n'a pas de gouvernement, je ne sais pas moi, il y a un folklore institutionnel qui, à titre personnel, ne me plaît pas. Et ne convient même pas au peuple congolais. Et deux, la grosse majorité, à la soviète, je ne mâche pas mes mots, de la Kabylie. Ils ont gagné, ils ont perdu l'élection présidentielle pour gagner. La Kabylie, le téléspectateur ne vont pas comprendre. Vous voulez parler du groupement politique, le FCC. Je regroupe tous les amis de Kabila, tous les amis qui ont été... Parce que la Kabylie, le public ne va pas comprendre. La Kabylie, donc, ça vient du kabylisme, donc les gens qui sont, enfin, le FCC, comme on dit aujourd'hui, PPRD et alliés. Ils ont toutes les majorités, et là, c'est là où ça coince. Parce que le président de la République, je me mettrai à la place du président de la République, qui a des pouvoirs qu'on appelle régaliens. Donc des pouvoirs qui sont détenus par le président de la République. Je parle de la défense nationale. Je parle aussi de l'intérieur. Là, ça touche le point sensible du pays, intégrité territoriale, ordre, intangibilité des frontières, par exemple. L'armée, la police, les services de renseignement, ce sont des matières qui relèvent de la présidence de la République. Dans tous les pays au monde, ça ne se discute même pas. Et aujourd'hui, le point d'achoppement entre les FCC et Cash, donc la famille présidentielle, c'est quoi? C'est dû au partage de postes ministériels clés. Moi, je n'ai pas envie que le président de la République du Congo, quel qu'il soit détenteur du ministère que de sport, que de la culture. Je ne minimise pas ces matières, mais je me dis qu'il y a un problème. On va vers le chaos. Je pense, et je ne vais pas donner des dates, je ne lis pas dans la boule de cristal. Hein. Dans cette situation, si ça perdure, eh bien, on ira vers un chaos. Parce que le pouvoir ne se situe pas dans deux endroits différents en un seul moment. Et donc, à un moment donné, il faudrait qu'au Congo, que tout soit clarifié et que le foyer d'impulsion politique, le centre de diffusion du pouvoir soit unique. Est-ce que ça passe par de nouvelles élections? Ça passe par le Big Bang.
Un Big Bang, c'est-à-dire une révolution, un chaos. Le peuple, c'est l'article 64. Moi, je n'ai pas été rédacteur de cette constitution. Je trouve que dans l'article 64, ceux qui ont été, les rédacteurs ont été inspirés. Ils disent que lorsque le peuple congolais n'est pas d'accord, il le fait savoir, et malheureusement parfois fortement, en balayant ce qu'il faut balayer. C'est pas ce qu'on souhaite pour la RDC, un Big Bang. On souhaite plutôt que les hommes prennent leurs responsabilités, le peuple aussi, pour que, enfin, ces pays, le grand pays d'Afrique centrale, puisse jouer son rôle de locomotive dans le développement de l'Afrique en général. Si vous avez un souhait à dire aujourd'hui pour le Congo, qu'est-ce que, au lieu de promettre les chaos, le Big Bang et tout ça, une solution beaucoup plus pacifique serait quoi? J'ai bon espoir et j'ai dit aussi bonne chance au Congo et au peuple congolais. Je pars de l'idée que le peuple congolais est explosif, créatif, inventif. Il faut le travail, il faut de la rigueur, nous allons y arriver. Et je pense qu'il faudrait que d'ici 2060, que nous puissions bâtir un Congo nouveau, fort, démocratique, à l'image des espérances placées en nous, en 60, lorsque nous étions devenus indépendants, pour qu'au cœur de l'Afrique, il y ait un pays, un sous-continent, qui puisse être une havre de paix, de bonheur pour le peuple du Congo, mais aussi pour les amis qui aiment bien ce pays qu'on appelle Congo. Merci Michel Louzolo, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ces cadres ponctuels que nous avons mis en place pour parler un peu de l'indépendance de la RDC. On se quitte avec la chanson de Anisha et Pona Congo. Victime de mes richesses, il se dresse contre moi. Je ne sais plus quoi penser de ces atrocités. Mon peuple est révolté, mais va se relever.